J'ai oublié d'inviter les gens à éteindre leur téléphone. Je vous disais donc que les choses ne sont pas allées tout à fait aussi vite que nous l'aurions souhaité, même si nous avons pu regrouper depuis 9 des 17 autorités concédantes indépendantes qui ont été réorganisées en 6 territoires et qui représentent géographiquement un peu plus de la moitié du département et auxquelles un certain nombre de communes viennent de s'ajouter en 2012, comme Damary-Lélis, Varennes-sur-Seine, Pringy, tout récemment Cesson, j'en oublie sans doute. Alors pourquoi de telles difficultés à avancer dans cette départementalisation voulue par le législateur, malgré de gros efforts dans des démarches qui respectaient pourtant strictement la loi du 6 décembre 2006, du 7 décembre 2006. Lourdeurs administratives, interprétation un peu parfois évolutive des textes, sans doute pour partie, mais aussi une volonté farouche de certains à vouloir s'arc-bouter dans un immobilisme peut-être rassurant, mais qui a beaucoup pénalisé notre département au travers de la dotation du compte d'affectation spéciale du FAS, les initiés comprendront, avec pour conséquence pour nos communes rurales de n'avoir pas pu bénéficier autant qu'elles auraient dû d'aide dont elles ont tant besoin. Pénalisation aussi par un coefficient très faible des redevances de fonctionnement et d'investissement du concessionnaire ERDF, les fameuses redevances R1 et R2, qui ont été négativement impactées par cet éparpillement. Les choses auraient en effet pu et dû aller plus vite. Mais, entre des prolongations pas toujours compréhensibles d'année en année de structures temporaires créées, on ne sait toujours pas vraiment pourquoi, une loi du 7 décembre 2006 jamais appliquée, loi dont j'ai eu l'occasion dans des vœux passés de souligner les incohérences et la grande difficulté d'application, notamment en regard du fait qu'elle ne prend pas en compte la différence de 2 régimes d'électrification pourtant très différents, le rural et l'urbain. Enfin, une certaine tolérance au reversement de sommes détournées des destinations auxquelles elles auraient dû aller, car le produit de la taxe sur la consommation finale d'électricité que la loi a prévu d'être perçu par les autorités concédantes doit être réinvesti dans les communes, comme le prévoit l'article 52.12.24 du Code général des collectivités, et non pas pour équilibrer le budget de tel ou tel EPCI. Concernant le compte d'affectation spéciale du FAS, je voudrais rappeler à ce sujet qu'en Seine-et-Marne, une commune rurale, une seule, est encore isolée, et ce que j'appellerais une grave iniquité, pour ne pas employer un terme plus fort qui serait pourtant plus juste, une grave iniquité a été commise en 2011 en attribuant 142 000 € de ce fonds, soit 20% de la dotation départementale totale, à cette commune isolée qui non seulement n'est pas contributive puisqu'elle perçoit la taxe, mais de par son isolement est en partie responsable d'une pénalisation de plus de 25% de la dotation départementale. Ce n'est d'ailleurs pas le maire de cette commune qui est à blâmer, car il n'a fait que profiter de l'incurie des attributaires, mais de telles dérives totalement inacceptables ne doivent plus se reproduire. Croyez-moi, j'y veillerai, et s'il le faut, en exerçant les recours appropriés. Mais heureusement, les mentalités évoluent, la prise de conscience de ces enjeux de demain avance, et c'est une grande satisfaction de voir que les statuts que nous avons, avec d'autres autorités concédantes, proposés d'adopter à Madame la Préfète, ont recueilli fin 2012 l'approbation de l'immense majorité des collectivités appelées à se prononcer. Il faut savoir tirer profit de toutes choses, y compris des erreurs passées, et l'expérience acquise par le siège sera bien utile pour mener à son terme cette fusion voulue par le législateur, je le redis, et poursuivre de manière encore plus efficiente cette démarche moderne et si indispensable, parfaitement réussie depuis 3 ans sur une grande moitié du département. Le spectre d'un retour 15 ans en arrière, d'une fédération issue d'un modèle datant de 1925, sans compétences, sans activité, se réunissant 2 fois par an pour constater une baisse de la dotation du FASC, faute d'un regroupement des communes percevant la dite taxe, ce spectre semble bien n'être plus d'actualité et on ne peut que s'en réjouir.
Il est temps de sortir de cette pensée sclérosante et archaïque qu'il existerait des communes différentes à l'est, à l'ouest, au nord, au sud du département, que les besoins ne seraient pas les mêmes, qu'elles ne seraient pas toutes confrontées aux mêmes défis de demain, aux mêmes préoccupations d'aujourd'hui. Bien sûr, il y en a des plus riches que d'autres, certaines mieux équipées que d'autres. Et aussi, il faut le dire, d'autres encore qui ont pris du retard en matière d'électrification, du fait d'appartenir à des autorités concédantes peu actives, pour ne pas dire endormies. Tous regroupés au sein d'une structure dynamique, nous serons bien évidemment plus forts, plus performants. Nous bénéficierons de moyens supplémentaires et feront d'importantes économies d'échelle. Même si la mutualisation de ces moyens et l'harmonisation de son fonctionnement créent de manière compréhensible quelques inquiétudes. Que ceux qui, inquiets, de bonne foi se rassurent, ce qui a été fait avec 9 autorités concédantes et 215 communes se fera aussi bien avec le double dès l'instant où chacun mettra un minimum de bonne volonté pour y parvenir. Et croyez-moi, toutes les communes concernées ont beaucoup plus à gagner qu'à y perdre. Il suffit de le demander aux élus de toutes les communes qui ont été regroupées depuis 2010. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et nous sommes très heureux de constater que depuis quelques mois, Madame la préfète et ses services, n'obéissant qu'à la loi, ont enfin impulsé la départementalisation voulue par la loi. Il aurait sans doute été plus simple d'opter pour une extension de périmètre que pour une fusion, mais ce fut l'option retenue par la CDCI, dont je ne suis pas tout à fait convaincu que tous les membres aient bien mesuré les difficultés supplémentaires générées par cette option, mais c'est ainsi, et nous ferons avec. Il est en tout cas grand temps que cette départementalisation se fasse, notamment pour impulser en Seine-et-Marne, au-delà de la compétence basique de l'électrification, la transition énergétique qui sera nécessairement au cœur de nos préoccupations, de nos pensées et de nos projets. La transition énergétique. 2 mots tout simples, derrière lesquels s'en cachent d'autres peut-être plus parlants. Le changement climatique, la déforestation, le développement ou la récession économique. Derrière ces mots, ce sont des enjeux considérables pour l'avenir de la planète, de la France, de chaque département, de chaque commune et de chaque famille. Nucléaire, sobriété et efficacité énergétique, autre mode d'exploitation des gaz de schiste, montée en puissance des énergies alternatives comme l'éolien, la photovoltaïque ou la biomasse, la décentralisation des centres de production d'énergie près des lieux de consommation, une certaine autonomie des régions, les besoins, les offres en matière de transport collectif ou bien encore l'amélioration thermique des bâtiments. Tous ces sujets seront et sont déjà au cœur de ce grand débat national lancé en novembre 2012 et sans doute passé trop inaperçu. Bien sûr, tout ne sera pas simple. Beaucoup d'entre eux se heurteront à des intérêts industriels, à des résistances de la part des élus et de leurs administrés, on le voit bien avec les éoliennes ou les gaz de schiste. Et pourtant, face à la pénurie des énergies fossiles, à l'inacceptabilité croissante du nucléaire, le recours massif aux énergies renouvelables pour produire notre électricité n'est plus aujourd'hui considéré comme une utopie écologiste, mais bel et bien comme une transition inévitable, tant du point de vue économique qu'environnemental. Chacun a sur ce sujet un avis, plus ou moins éclairé, mais ce qui est en tout cas certain, c'est que plus nous attendrons pour en prendre conscience et prendre les mesures nécessaires, plus nous le payerons cher, et plus ce sera difficile et douloureux. Ce qui est tout aussi certain, c'est que le coût de l'énergie issue des sources fossiles non renouvelables augmentera au rythme de leur raréfaction et du coût de leur exploitation, c'est-à-dire très vite, de manière exponentielle et de surcroît amplifiée par une demande explosive des pays émergents.
préserver la compétitivité de certains économiques clés, protéger les ménages des hausses excessives et lutter contre la précarité énergétique des plus démunis implique de limiter à terme ces hausses qui deviendront insupportables si rien n'est fait par des coûts de production réduits, en augmentant fortement la part des énergies renouvelables dans le futur mix énergétique qui doit privilégier ces ENR à fort potentiel de développement et de surcroît génératrices d'emplois qualifiés non délocalisables. C'est le cas par exemple en Allemagne du projet Enertrag de 21 millions d'euros soutenu par le gouvernement qui vise à utiliser l'excès de production d'énergie éolienne pour la production d'hydrogène, lequel, comme chacun sait ou presque, combiné avec du dioxyde ou du monoxyde de carbone, produit du méthane, de l'eau et de la chaleur. Ce procédé, qui n'est d'ailleurs pas nouveau, et qui s'appelle la méthanation, utilise ce principe pour générer du biogaz. Car si nous ne savons pas aujourd'hui stocker de manière significative l'électricité, nous savons stocker le gaz. Enfin, si l'amélioration de l'efficacité énergétique, qui est un enjeu prioritaire, passe par des progrès technologiques, elle imposera aussi d'importantes évolutions dans nos modes de vie. Et le débat lancé par le gouvernement il y a quelques mois sur cette transition abordera ce sujet en priorité, qui annonçait bien que seule la recomposition du mix énergétique ne sera pas suffisante, loin s'en faut. Et c'est bien dans cet esprit que nous avons anticipé cette démarche à notre niveau en mettant en place, avec le concours financier de l'ADEME, le développement du CEP, le Conseil en énergie partagée, auprès de nos communes. Il a d'ailleurs un tel succès, et la sollicitation de ces communes est devenue telle qu'il doit non seulement être poursuivi, mais renforcé, car chaque euro investi aujourd'hui pour économiser l'énergie, c'est 2, 5, voire 10 euros d'économie dans quelques décennies. C'est aussi le rôle d'un grand syndicat départemental des énergies d'être, avec d'autres, notamment le Conseil général, la région, d'être le moteur non seulement de la réflexion, mais aussi et surtout de l'action, à notre niveau départemental, bien sûr. Et c'est toujours dans cet esprit que le CS m'a accompagné le département dans la création du Club Climat, au sein duquel nous entendons jouer pleinement notre rôle, Monsieur le Conseiller général, c'est-à-dire un rôle important. Et tout prochainement, en avril, le CS m'organisera en partenariat avec le département à son siège à La Rochette, le débat territorialisé sur la transition énergétique. Je proposerai prochainement au comité d'entreprendre un inventaire qui n'a jamais été fait en Seine-et-Marne, celui des productions d'énergie verte, de la biomasse, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique, non pas pour faire un catalogue qui finirait au fond d'un tiroir, mais pour établir une cartographie des potentialités de production, afin de les mettre en adéquation avec les projets d'urbanisation, les écoquartiers et toutes les autres activités. Mais nous devons aller encore plus loin. Et tout comme les grands syndicats départementaux qui n'ont pas été pénalisés dans leur développement par des considérations d'un autre temps, qui s'investissent avec bonheur et performance dans ce domaine, la Vendée dans l'éolien, le Jura dans la filière bois, d'autres dans l'hydraulique ou les bioénergies, à l'instar de ces syndicats, la Seine-et-Marne, enfin grandement regroupée tout prochainement, devra elle aussi s'inscrire dans cette démarche en impulsant, voire en initiant des productions d'électricité ou de gaz issues de la transformation de la biomasse par méthanisation, à partir de sources renouvelables et particulièrement abondantes en Seine-et-Marne. Depuis un an, nous avons entrepris de travailler sur ce projet, avec l'AREN, avec GRDF, la Chambre d'agriculture et la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Nous avons bien pris conscience que ce n'est pas simple. Face aux contraintes, aux lourdeurs administratives, mais aussi au train-train de certains enclins de ne pas encourager des initiatives dont ils risqueraient de ne pas avoir le bénéfice. Mais quelle que soit la difficulté du chemin que l'on a devant soi, il commence toujours par les premiers pas, et ces pas, nous les franchirons avec enthousiasme et de grande détermination, sans se laisser ralentir par les quelques immobilistes fermement accrochés au passé, et s'ils ne veulent pas nous suivre, eh bien nous ferons sans eux. Avant de conclure, et comme il est de tradition lors d'une cérémonie de vœux, je vais vous donner quelques chiffres sur l'activité 2012 du CIES,
mais je vous rassure, seulement les grandes lignes. Le bilan complet est à la disposition de votre légitime curiosité sur le site internet du syndicat. Tout d'abord au plan de la départementalisation. Un rapprochement heureux dans la conception et le rôle du futur syndicat avec les présidents des 3 syndicats du Sud, messieurs Barbachou, Chanteloup et Valette, que je salue, ainsi qu'avec l'important syndicat primaire de Clé-Souilly, présidé par monsieur L'Enfant, qui ont participé à l'élaboration du modèle du futur syndicat d'énergie et approuvé par les représentants de plus de 80% des autorités concédantes concernées. Mais 2012, c'est aussi 13 millions d'euros de travaux réalisés sur les 18 inscrits au budget, les 5 autres étant reportés en 2013. Ces 49 chantiers d'enfouissement réalisés, 19 renforcements et 39 extensions de réseau. 587 candélabres dernière génération installés lors des opérations d'enfouissement ou en délégation de maîtrise d'ouvrage, ce qui représente pour les communes une économie de 148 700 kWh et pour la planète une économie de 17 tonnes de CO2. 146 autres nouveaux candélabres installés directement par les communes et également subventionnés par le CIESM. Et enfin, les candélabres de 163 communes représentant 21 752 points lumineux ont été étiquetés, géolocalisés et leurs cartes d'identité réalisées. À ce jour, 152 communes ont un accès sécurisé à leur cadastre avec les couches des réseaux secs. Ce SIG, avec de surcroît la vectorisation des cadastres de 72 communes labellisées par la Direction générale des finances publiques, avec qui nous avons contracté, a été réalisé en un temps record de quelques mois. Le service du Conseil en énergie partagée a réalisé l'analyse de la facture énergétique et les diagnostics de 123 bâtiments communaux dans 29 communes. Je sais que de nombreuses communes attendent leur tour et nous négocions en ce moment avec l'ADEME un 3e poste d'ingénieur pour faire front à cette demande. Enfin, et ce n'est pas le moins important, nous avons signé fin 2012, après 2 ans de négociations difficiles, avec ERDF, représenté ce soir par messieurs Pagès et Dumas, avec EDF, représenté par monsieur Morel, je l'ai vu, un nouveau contrat de concession unique pour les 214 communes, mettant ainsi fin à cette fastidieuse gestion de dizaines de contrats différents, mais surtout avec pour conséquence un accroissement significatif des redevances R1, R2, et qui sera encore plus bénéfique lorsque nous serons bientôt plus de 430 communes. Quant à 2013, ces 48 rues dans l'enfouissement est déjà programmé, ainsi que 10 renforcements. 209 communes auront un accès au SIG par ligne dans très haut débit sécurisé, et la vectorisation de 82 communes des 3 syndicats du Sud sera lancée, ainsi qu'une mise à leur disposition d'un personnel pour assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage de leurs travaux. 2013 verra aussi la géolocalisation de l'éclairage public de 45 communes supplémentaires, soit 16 500 points lumineux. Enfin, le marché de rénovation de l'éclairage public permettra de remplacer plus de 1500 points lumineux énergivores dans 170 communes, et cet important chantier de plus d'1 million d'euros est en partie financé par l'ADEME à hauteur de 160 à 200 000 euros. Avec ce marché de rénovation de l'éclairage public, ce seront en tout 2500 points lumineux nouveaux qui seront installés en 2013, concomitamment avec les autres chantiers du CIESM. Par ailleurs, soucieux de l'extension de son patrimoine et de l'aspect environnemental, le CIESM a proposé la remise en état, dans certains cas, l'intégration par l'utilisation de trompe-l'œil de 2 postes de transformation par commune. Vous voyez que l'activité ne va pas en s'amenuisant, et les besoins créés par la départementalisation ne feront sans doute que renforcer l'activité du syndicat. Je voudrais à ce sujet souligner l'implication totale d'un personnel particulièrement investi dans son travail, qui va souvent bien au-delà de sa simple mission, sans jamais rechigner sur les horaires ou les pics de travail, dans une ambiance à la fois sérieuse mais détendue, où la rigueur cohabite harmonieusement avec la complicité,
Et cet état d'esprit de groupe remarquable est sans doute dû aux qualités de management de son directeur Didier Fenouillet, qui dose subtilement exigence et souplesse, et qui entend bien faire tout ce qu'il faut pour que cela perdure, quelle que soit l'évolution prochaine de la structure, et il aura pour cela le soutien total du comité. Et là aussi, je voudrais rassurer les personnels qui seraient appelés à nous rejoindre dans le cadre du regroupement. Ils auront leur place entière et identique, et je pense même qu'ils devront faire l'objet d'une attention encore plus bienveillante, car c'est vrai que l'on a tous quelques appréhensions et quelques inquiétudes à changer d'environnement de travail, de méthode et de collègues. Nous en avons parfaitement conscience, et je vous le dis, nous mettrons tout en œuvre pour leur faciliter l'intégration, et croyez-moi, pour me rendre souvent dans de nombreuses communes et collectivités, les conditions de travail ici ne peuvent être qu'enviées. Peut-être cette excellente ambiance est-elle due aussi à un environnement de travail quelque peu privilégié, dans des locaux tout neufs, particulièrement fonctionnels, vitrine des dernières technologies, que je vous invite à découvrir en regardant un petit film qui ne dure que quelques minutes.